Vous êtes d'une sagesse troublant, on sent que les fêtes arrivent en tout cas. La séance est ouverte et comme c'est une tradition et je vous dis avec cœur, je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui ont sacrifié je l'imagine, un beau programme télévisuel à partir de 21h. Donc il nous reste une heure pour imaginer d'être près de sa cheminée avec une bonne part peut-être de quiche Lorraine, que sais-je, un petit verre de vin pour passer la soirée. Donc, la séance est ouverte. C'est la bienvenue aussi à l'ensemble de mes collègues. J'ai quelques pouvoirs que je vais partager avec vous. Monsieur Pratola donne pouvoir à Madame Baranès. Je crois que j'oublie une chose, je vais d'abord désigner un secrétaire de séance. Est-ce que M. Vansenbroek accepterait cette lourde mission, s'il n'y a pas d'inconvénient? Très bien. Je vais désigner, donc je continue sur la lecture des pouvoirs. M. Pratola à Mme Baranès, M. Bordeaux à M. Ducibourg, M. Esprit à M. Vansenbroek, Mme Janot à Mme Vétins, M. Henri Mérignac à Mme Berkane-Jouboni, M. Gastran à Mme Yek, et j'en ai terminé pour les pouvoirs. Ensuite, j'en arrive à la liste. Alors, vous me pardonnerez, mais on a un petit problème technique, c'est qu'on filme comme c'est accoutumé, mais nous ne pourrons pas projeter exceptionnellement les numéros des délibérations et des collègues des législations. Mais vous verrez que ce soit c'est un peu technique. Nous compterons sur la pédagogie, notamment de M. Malmassari, pour bien comprendre l'ensemble des sujets et des enjeux. L'approbation du procès-verbal du 15 novembre 2018, y a-t-il des remarques ou des questions le concernant? Il n'y en a pas, je mets au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Adoptées, je vous remercie. Ensuite, nous avons une délibération sur les comptes rendus des décisions dites du maire. Y a-t-il des questions les concernant? Elles portent pour l'essentiel sur des mots, sur le droit de préemption que nous avons exercé sur un terrain route de Chartrette, ainsi que sur l'engagement, si je prends les principales, la décision de contracter l'emprunt que nous avions tardivement, et c'est très bien ce qui prouve que la ville est bien gérée, en tout cas sa trésorerie, puisque nous l'avons fait valoir qu'en fin d'année. Voilà l'essentiel des décisions que je soumets à votre approbation, sauf s'il y avait des questions. Il n'y en a pas. Je mets au voix, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Je n'aborde plus M. Malmassari pour la dernière décision modificative touchant au budget principal de la commune. Merci, Monsieur le maire. Donc, oui, effectivement, c'est la dernière décision modificative du budget 2018. On va prendre sur la liste. Donc, nous avons moins 208 € et moins 416 €. C'est classique, hein, ce sont des transferts qui vont de la section de fonctionnement en investissement. Donc, on les retrouvera en investissement et ça concerne l'achat de chaises pour Robert Bouchon, l'école Robert Bouchon. Et 416 €, c'est 3 lots de 4 chaises. Après, nous avons un montant de moins 49 000. Alors, c'est un transfert de fonctionnement en investissement. C'est la contribution Enedis quand on fait des lotissements, par exemple. On doit fournir un réseau électrique, on doit fournir la puissance pour que le chantier puisse se faire. Et donc, on l'avait inscrit en fonctionnement, mais en réalité, c'est un investissement, on va le revoir plus tard. Donc, c'est moins 49 000 €. Nous avons par contre en dépenses de fonctionnement aussi 19 526. Alors là, c'est simplement une opération d'ordre qu'on va retrouver en dépenses de fonctionnement et en recettes de fonctionnement. Donc c'est une opération d'ordre qui s'annule. Et la raison, c'est qu'on avait inscrit 93 095 € pour le remboursement du sinistre de la grêle. Ça date de 2 ans. Donc ce montant avait été calculé suivant des devis d'entreprise. Et au moment de facturer, on a eu des coûts moindres puisque le coût était moins élevé par rapport au devis et on nous a remboursé 73 569 €. Donc il y a une différence de 19 526 et la comptabilité publique nous oblige à faire cette opération d'ordre, recette, fonctionnement. On a une obligation de l'inscrire. Donc on va la retrouver effectivement en recette de fonctionnement. Après, nous avons un montant de 49 624 qui est le virement à la section d'investissement. Donc au total, pour la section de fonctionnement, nous avons des dépenses de 19 526 €. Et en recette de fonctionnement, nous avons donc ce rattachement
non suivi d'opération comptable et qui est le sinistre de la grêle pour 19 926. Donc nous avons une section de fonctionnement équilibrée. En investissement, nous allons retrouver donc les travaux de raccordement. Alors, par exemple, pour les lotissements qui s'est fait, on a le total. Il y a eu 48 315 € de payés pour le raccordement rue Fauche, où il y avait un poste électrique, et 7 335 rue Pierre-et-Marie. Donc un total de 64 700 €. Vous voyez, même si on touche les taxes d'aménagement, il y a de la construction, à travers cette taxe d'aménagement, nous devons aussi payer le raccordement électrique pour que les chantiers puissent se réaliser. Donc on retrouve après les 208 € et les 416 € des écoles, donc c'est le transfert de la section de fonctionnement en investissement. Et nous avons supprimé des travaux rue Foch, qui était le mur sur les containers. On avait prévu d'installer un mur et on l'a annulé. Donc moins 15 700 €. Qui nous fait un total de dépenses de 49 624 € en dépenses d'investissement. Et en recettes d'investissement, nous avons donc le virement de la section de fonctionnement pour un montant de 49 624 €. Donc aussi bien la section de fonctionnement que la section d'investissement sont équilibrées. Et vous avez demandé d'approuver cette décision modificative numéro 4. Ah, pardon. J'allais m'absenter une seconde. Pardonnez-moi, y a-t-il des questions concernant cette décision modificative? Il n'y en a pas. Donc je mets aux voix ce dernier budget de l'année 2018. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 2, 4, 5 abstentions avec les pouvoirs. Il est adopté et je vous redonne la parole, M. Malmassari, sur les admissions en non-valeur. Oui, donc nous avons une admission en non-valeur qui nous est demandée effectivement par le trésorier principal. Et suite à l'instruction, il est impossible de poursuivre les petits reliquats qui sont inférieurs à 40 degrés et que d'autres recouvrements sont irrécouvrables suite à des poursuites infructueuses. Tu as dit 40 degrés. Tu vas voir ça. Comment ça, j'ai dit 40 degrés. Je suis fatigué alors. Voilà, donc en fait, c'est une demande du trésorier de Molin Val-de-Seine qui vous demande donc d'accepter l'admission non valeur pour un montant de 2020 € 61 centimes. Y a-t-il des questions concernant cette température ambiante? C'est 40 €. S'il n'y en a pas, je mets au voix. Y a-t-il des voix contre, des abstentions à l'unanimité? Je comprends. Ah, excusez-moi. Une abstention? Pardon. Une abstention, monsieur le secrétaire des séances. Pardon, chers collègues, votre mouvement m'avait échappé. Ensuite, nous passons à une autorisation à signer un avenant, sur l'allongement de la dette garantie d'emprunt foyer de Seine-et-Marne. Oui, donc nous avons été sollicités sur un allongement de la dette garantie d'emprunt des foyers de Seine-et-Marne. Alors, donc la loi permet d'allonger la durée sur certains prêts de 5 à 10 ans. Et le choix qui a été fait là, c'est de 10 ans. Donc le réaménagement concerne 5 lignes de prêts, dont le montant total garanti s'élève à la somme de 2 506 124 €. Donc vous avez le détail des lignes de prêt. Ligne de prêt numéro 127 49 96, c'est la construction de 4 logements du Bois-Jarret pour un montant de 148 397 €. Et la durée de remboursement est passée de 24 ans à 34 ans. La deuxième ligne de prêt concerne 7 logements de la ZAC des Jeux pour 168 880 €. Une durée de prêt de remboursement qui est passée de 17 à 27 ans. La troisième ligne concerne l'amélioration des logements sur 4 rue des Acacias pour 34 313 €, avec une durée de remboursement qui passe donc de 30 à 40 ans. Et une ligne de prêt pour la construction des 37 logements de la ZAC des Jeux, oui, c'est des logements assez anciens maintenant, pour 1 421 867 €, et le nombre d'années passe de 22 à 32 ans. Et une dernière ligne de prêt qui concerne 26 logements sur la ZAC des Ormesson pour 732 665, et la durée de remboursement passe de 17 ans à 27 ans. Voilà. Donc on garantit encore, la commune garantit ses emprunts sur la durée. Comme toujours, on garantit toujours sur les logements locatifs. Donc il vous est demandé d'approuver cet allongement de la dette garantie.
parce que nous avions déjà fait, je crois, 2-3 reprises ces derniers mois à la demande des bailleurs sociaux. Y a-t-il des questions concernant donc cette proposition d'allongement de la dette et de la garantie apportée par la ville? Non, je mets au voie. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Excusez-moi, je m'abstiens parce que je n'ai pas eu le temps de lire tout l'ordre du jour. Ah. On l'a reçu, enfin j'ai reçu le mardi au lieu du vendredi, et avant de me... On les a tous. Oui, mardi après-midi. Nous, on les a pas eu vendredi. Je suis un petit peu confus parce qu'on essaie de tradition, tous les conseillers municipaux reçoivent des dossiers au même moment. On les a pas eu vendredi. Comment? Oui, c'était dans les casiers, chers collègues. Oui, mais la chère collègue, elle a reçu que mardi après-midi. Dans la boîte aux lettres mardi. Oui. À la maison. Attendez, je fais une suspension de séance, s'il vous plaît. Oui. Alors, vous les aviez au moins vendredi de manière dématérialisée sur votre adresse email, chers collègues. Ça, c'est... on vérifiera, nous en tout cas on a les accusés réception. Bon, rien de grave, mais je vous confirme parce que si vous savez que quand on fait des erreurs, on les, entre guillemets, on les confesse. Donc le vendredi, c'est bien parti par mail de la mairie dans le respect scrupuleux des règles de droit. Et déposé normalement vendredi par la police municipale dans vos casiers. Et si ça n'a pas été le cas, je n'ai pas raison de douter de votre foi, mais sur les mails, j'en suis certain. Voilà, en tout cas par courriel. Bon. C'était écrit que les pièces annexes du dossier étaient dématérialisées, mais on ne parlait que des pièces annexes en fait. Il y a tout sur les courriels, chaque fois. Il y a à la fois les délibérations et toujours les annexes. Les dans la boîte aux lettres, c'est vrai que ça avait été un... Ok, contact. Nous vérifierons, puisqu'on vous doit cette vérification physique, mais Martial vérifierait s'il vous plaît peut-être avec la police municipale, mais je doute qu'on ne l'ait pas fait. Mais je relève votre remarque et le sens de votre abstention. Aucune abstention. Monsieur Tafouro, vous avez la parole pour une demande de subvention concernant des projets de travaux dans le groupe scolaire Romain-Roland. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est une demande de subvention auprès de l'État. C'est la DSIL pour 2019. DSIL, c'est dotation de soutien à l'investissement local. Donc, ça concerne le groupe scolaire Romain-Roland, à la fois maternelle et primaire. Vous savez que chaque année, la ville de Volpénil fait d'énormes travaux, en particulier dans les écoles primaires de la commune. De toute façon, tout ce qui concerne le primaire est à la charge de la commune. Vous savez que le collège, c'est le département, et les lycées, la région. Et là, tout ce qui est primaire et maternelle, pour les bâtiments, ça concerne les communes. En 2018, nous avons par exemple réalisé la création d'un nouvel accueil périscolaire à Feuillé-Cantier, la rénovation de toilettes maternelles et élémentaires à Romain-Roland, c'était une nécessité, tout cela. L'installation de matériel phonique au niveau de la restauration scolaire à Gaston-Dumont, c'est une satisfaction pour l'ensemble, à la fois des enfants, qui sont quand même les principaux intéressés, mais également le personnel qui avait à souffrir un peu de cette gêne faite par le système d'aération, donc en particulier du lave-vaisselle. Et tout le monde aujourd'hui dit que ça a été une nécessité, mais en plus très efficace. Aujourd'hui, la ville souhaite intervenir dans les meilleurs délais donc sur les toitures, non pas la seule toiture, mais les toitures donc, de l'ensemble du groupe scolaire Romain-Roland, maternelle et primaire, et ça afin de garantir la sécurité des enfants et la pérennité de l'établissement scolaire. Donc, considérant que ce projet est éligible au DSIL et dans le cadre des dispositifs de création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à solliciter une subvention au taux maximum auprès de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local 2019. Donc, vous avez les chiffres dans le tableau
présentation. Le coût des travaux pour la réhabilitation de l'étanchéité est de 170 000 €. C'est une prévision tout ça, mais bon, c'est quand même assez finement calculé. 170 000 € hors taxe. La subvention basée sur le hors taxe peut être de 80%, on espère qu'elle le sera. Et son montant serait donc de 136 000 €. Alors là, je vous demande de rayer le hors taxe qui est marqué à la suite de ce chiffre-là, puisque ça ne concerne pas, c'est une subvention, donc elle n'est pas hors taxe ou TTC, c'est une subvention. En ce qui concerne la mission de contrôle technique, le coût est prévu à 5 280 € avec une hauteur de subvention de 80%, ce qui représente 4 224 €. Donc un total de subvention de 140 primes, enfin demandé, est-ce que j'aurai, on l'espère, de 140 224 € pour un coût de travaux de 175 280 € hors taxe. Donc on vous demande d'autoriser M. le maire à signer tout acte et documents en conséquence et atteste que les travaux n'ont reçu aucun engagement à ce jour. Et ça pour l'année 2019. Merci M. Dalgoro pour ces précisions et ces bons chiffres. Y a-t-il des questions donc, concernant cette demande de subvention d'un dossier que nous trouverons au moment de l'examen du débat d'orientation budgétaire, puisque la majorité municipale a décidé d'inscrire parmi ses priorités, bien sûr, le soutien à l'école publique, et en particulier de refaire toute l'étanchéité de cette école. Et je voudrais juste faire une petite incise sous forme de clin d'œil. J'ai eu le bonheur en début d'après-midi d'aller visiter l'école maternelle, et ils ont réalisé quand même une œuvre d'art à partir, je dirais, de produits recyclés autour du thème de Noël, qui était juste une merveille. Enfin, voilà, vraiment, les parents pouvaient y accéder, c'était vraiment... voilà, les services m'avaient invité à y aller. C'est unanime de la part des parents. Oui, et je pense que les parents ont des raisons d'être fiers de leurs enfants, et nous aussi les enseignants qui ont, durant plusieurs semaines, encadré et pris cette initiative. Elle est juste vraiment extraordinaire. Dommage que tous nous puissions y aller, mais en tout cas les parents et les enfants. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait besoin en effet de faire un peu d'étanchéité, parce qu'il y avait une petite tache au plafond. Alors elle n'entachait pas la beauté et la magie de ce qu'avaient fait les enfants, mais en tout cas c'est ce que nous proposerons au conseil municipal dans quelques semaines. Y a-t-il des questions concernant ce dossier? Il n'y en a pas, je les envoie. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et je vous redonne la parole, M. Tafouro, sur un autre projet de moyen terme concernant, là aussi, une demande de subvention. Oui, merci M. le maire. Donc c'est une demande de subvention toujours auprès de l'État pour la DSIL, pour la mise aux normes et la requalification du parking du centre culturel de la ferme des Jeux. Il y aura aussi une demande de subvention auprès de la région. Je vous donnerai le détail donc, à la fin, comme tout à l'heure. Donc, compte tenu de la fréquentation importante du parking du centre culturel de la ferme des Jeux, où se situe, comme vous le savez, le cinéma, la salle de spectacle, la grange, ainsi que des services municipaux, un restaurant également, et pour accueillir tout au long de l'année différentes manifestations publiques à forte affluence. Souvent, la salle affiche complète. Donc, considérant aussi que la dégradation du parking et la nécessité d'en renforcer aussi bien la sécurité que la mise aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, par la réorganisation et l'aménagement des places de stationnement et des espaces de circulation. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à solliciter des subventions auprès, d'une part, de l'État, toujours au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, DSIL, 2019, dans le cadre du dispositif de mise aux normes et de sécurisation d'un équipement public. Et une autre subvention auprès du conseil régional dans le cadre du contrat d'aménagement régional. Donc, pour la demande de subvention de l'État, le coût des travaux est estimé à 251 244 € hors taxe. La subvention espérée pourrait être de 30%, c'est-à-dire 75 373,20 €. Auprès de la région, toujours pour un coût de travaux de 251 244 € hors taxe, avec un taux de subvention espéré à 50%, qui donne un montant de subvention de 125 622 €.
Donc un total d'aide publique équivalent à 200 995 €. Donc il vous est demandé d'autoriser M. le maire à signer tout acte et documents en conséquence, et on atteste que les travaux n'ont reçu aucun engagement à ce jour. Voilà, en précisant que c'est une perspective plutôt 2020. Voilà, de 2020, mais comme souvent ce sont des temps d'instruction très longs, M. Tafourou qui a préféré que nous demandions assez tôt ces subventions, et si le principe est acté, nous pourrons nous engager dans un avant-projet sommaire pour une réalisation, j'espère, en 2020. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas, je les envoie. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Il y a deux abstentions. Toujours pour les mêmes raisons? Non, moi c'est de la part de M. Pratola qui dit qu'il y a d'autres priorités. Micro. Ah pardon, je peux parler plus fort. D'autres priorités, et en particulier la voirie ou les parkings de l'église et du lycée. Ou la voirie devant le lycée, je ne sais pas. Donc voilà, c'est une abstention de sa part. Et pour ma part, je dis oui. C'est bien, vous avez raison de préciser. Et ce qui me permet de dire que sur la voirie, toujours, et encore, et sur les trottoirs, il y a encore beaucoup à faire. Sur le parking du lycée, je voudrais juste préciser que dans le cadre peut-être de projets d'aménagement autour du château et peut-être du devenir du site de l'hôpital, il y a des discussions qui pourraient conduire, et c'est pour ça qu'on n'a pas inscrit le montant, que peut-être ce parking soit rénové sans qu'il en coûte à la commune. Voilà, puisque voilà, il y a des investisseurs qui reniflent autour du château et qui ont des projets, prématuré de l'évoquer ici. Pour l'instant, nous bouchons des trous, comme nous le faisons aussi quelquefois sur celui de la ferme des Jeux. Mais nous considérons pour notre part, mais à nouveau nous prenons date, mais sur le parking de la ferme des Jeux, si on regarde le taux de fréquentation, ce qu'évoquait mon collègue, il va croissant, surtout avec un cinéma qui a repris les couleurs et qui voit sa fréquentation s'accroître, puisque désormais il y a beaucoup plus de séances. Et puis sans compter que les aléas climatiques font que voilà, avec le matériau, c'est beaucoup d'entretien pour les services. Et enfin, parce que c'est le même M. Pratola qui m'avait évoqué ça souvent l'été, il y a quelquefois des petits rodéos qui se passent, et que engager la voie de réalisation d'un parking, c'est aussi une forme de sécurisation du site, et sans compter qu'il y a un déficit, et certains n'y viennent pas parce que peut-être ils considèrent qu'il n'est pas encore à la hauteur, de gens qui habitent résidence Saint-Marc et qui sont très demandeurs à ce qu'on ait un parking en conformité. Voilà, c'est justement pas pour l'indiquer, mais en tout cas donner quelques éléments de priorisation par rapport au choix que nous avons fait. Tout comme nous avons commencé par faire le chemin d'accès à l'église avant de faire le parking dit du lycée. Voilà, mais la patience fait que chaque fois nous gagnons un tout petit peu en qualité, mais c'est un peu soumis aux ressources dont nous disposons. Voilà. Et je sais que vous soutenez en tout cas ce projet, chers collègues. Merci. C'est un mot, M. Tafourou? Pas du tout, puisque vous l'avez signalé en parlant du rodéo sur le parking, ce que je vais indiquer aussi. Bon. Pardon, alors, sur les abstentions, j'aurais juste à vérifier qu'on ne pas bêtise, il y en avait deux abstentions. Je redonne la parole à M. Malmassari concernant un dernier avenant sur le marché locaux périscolaire de Beuvais-Gantier. Donc, c'est une autorisation de signer un avenant au marché aménagement des locaux périscolaires au niveau de l'école Beuvais-Gantier. Et ça concerne la démolition des locaux préfabriqués. Alors, contrairement aux autres avenants, celui-là est un avenant négatif, puisque le service utilisateur a jugé opportun de remplacer le revêtement de la surface du terrain synthétique, qui aurait dû être sous le préfabriqué, initialement prévu par de l'enrobé afin d'optimiser l'utilisation de cet espace. Donc ça fait une moins-value de 7,98% sur un marché de 82 200 €. Et donc la moins-value est de 6 564,89 €. Il vous est demandé d'autoriser M. le maire à signer cet avenant annexé. Donc ça concerne les établissements admis à
77 000, voilà, 500 000 développés. Établissement à Nice sur la zone industrielle de l'hôtel. Le siège social, oui. Ah, voilà. Y a-t-il des questions concernant ce dernier avenant sur la réalisation de ces travaux? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Mamassari, toujours sur notre adhésion au centre départemental de gestion de Seine-et-Marne. Oui, donc c'est classique, hein, tous les ans on vote les adhésions aux prestations proposées par le service de la médecine professionnelle et préventive du centre départemental de gestion de Seine-et-Marne aux collectivités affiliées. Donc vous avez le tableau des tarifications 2019 qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé, en fait, compte, le tarif n'a pas changé en 2019, sauf les vaccinations. Alors les vaccinations ont évolué puisqu'elles sont de. Elles étaient de. Il n'y en a qu'une seule qui a évolué, qui a un peu augmenté. Sur une, oui. On avait eu un débat, vous vous souvenez, l'année dernière sur le prix des. On avait eu un débat sur. On a anticipé la question. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que le vaccin, il est vraiment il est pris en compte. Ça ne concerne pas uniquement que la piqûre. Ah, oui. Et donc, vous avez des tarifs, effectivement, qui sont de 6,68 €. Mais c'est les plus chers en 2018. Hein. Oui, et donc ils vont baisser, puisqu'en 2018 ils étaient de 9,18 €, ils sont passés à 6,68 €. Et donc c'est la diphtérie, tétanos et la polio, et le vaccin interne de la piqûre. Et après la diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, 24,13 € et il est passé à 24,87 €, une petite augmentation. Et la leptospirose, elle était à 50,04 €, elle est passée à 108 €. Ils mettent une dose un peu plus supérieure. Double dose. Voilà. Donc il vous est demandé d'approuver cette tarification hein, qui est gérée par le centre de gestion. Alors je ne sais pas si on adhère à la tarification, mais en tout cas on adhère à la convention, mais cette fois-ci en ayant mieux maîtrisé et partagé la réalité des prix des prestations, mais qui restent en deçà bien sûr de ce qu'on peut entre sur le marché. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Il y a des voix contre, des abstentions. À l'unanimité, je vous remercie. Je suis même servi aussi pour une prise en charge de congés bonifiés. Oui, donc comme tous les ans, nous avons toujours des départs dans les pays d'outre-mer, dans les départements d'outre-mer. Donc, c'est important. Donc vous savez que la loi du 26 janvier 1984 a institué au profit des fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer un régime de congé bonifié, consistant en un congé de 30 jours consécutifs, s'ajoutant au congé annuel. Les intéressés peuvent normalement prétendre. Alors cet avantage, donc, une prise en charge totale des frais de voyage, transport aérien aller-retour pour l'agent, sous certaines conditions également des frais engagés au niveau des bagages transportés. Et enfin, au règlement, un supplément de rémunération appelé indemnité de cherté de vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, ça paraît anodin, mais il faut être né dans le département d'outre-mer pour pouvoir bénéficier de ces congés bonifiés. Si on est né sur le territoire français, on n'est pas au droit. On a une obligation. On a une obligation sur les 30 jours, consistant en 30 jours de congé. On a une obligation aussi de solder ces congés légaux. Et les 30 jours supplémentaires, ils viennent à la suite. Si quelqu'un part 40 jours et il avait déjà 30 jours de congé, mais il n'en prend 15. Les frais au titre de bagage, donc ça, justement, on l'a dit. Et le supplément de rémunération, c'est plus 30% par rapport au salaire de base. Et à partir de là, on fait un ratio sur le nombre de jours, effectivement, où la personne est en vacances. Donc voilà, donc il s'agit d'un adjoint technique principal première classe qui est à destination de la Martinique. Et nous avons un montant de 1009,56 €. Donc les tarifs indiqués s'étendent sous réserve d'augmentation de la part des compagnies aériennes, notamment pour les fluctuations du carburant. Donc on autorise M. le maire à régler à l'agence de voyage les factures présentées sur présentation du juge. Excusez-moi, ce n'est pas tous les 3 ans les congés bonifiés? Ah, pour chaque personne, oui, mais ça, il faut avoir. Ah non, mais oui, une personne n'a pas le droit de reprendre un congé bonifié avant 3 ans. C'est ça. Mais... Comme c'est pas écrit. Oui, d'accord. Okay, non, mais là, c'est une personne qui est dans son bon droit. Oui,
Oui, nous anonymisons les délibérations, mais bien évidemment, les ressources humaines suivent de près. Souvent, rappelez-vous, chers collègues, on avait plutôt des couples qui partaient, mais là, en cas d'espèce, c'est une personne seule. Donc, non, ce droit est suivi scrupuleusement, pour en tout cas l'exercer. Et nous veillons à une mise en concurrence pour obtenir le meilleur prix pour la commune. Y a-t-il d'autres questions concernant donc, cette délibération sur M. Jacob? Juste sur l'adresse de l'agence de voyage, je pense qu'il y a une... Oui, c'est pas Gambette. Ouais, c'est pas Gambette. Pourtant, la Gambette est une belle pièce pour ceux qui en sont amateurs. C'est bien donc Gambetta, célèbre personnage de la Troisième République. Donc, à défaut de Gambette et de bonne adresse, y a-t-il des voix contre, des abstentions? À l'unanimité, merci M. Jacob pour cette correction. Monsieur Manassari, donc sur les, comme nous faisons chaque année, désormais nous délibérons sur l'ensemble des besoins saisonniers pour l'année 2019. Donc, considérant la nécessité de renforcer les services qui s'occupent de l'enfance et de la jeunesse pendant les vacances scolaires, afin d'avoir délibéré, donc on fixe le nombre de créations de postes saisonniers nécessaires pour assurer le bon déroulement des vacances de l'année 2019. Donc, vous avez les vacances d'hiver, service jeunesse, 3 animateurs, un directeur, vacances d'été, bon, vous avez la liste, service jeunesse, service enfance, le jardin d'été, surveillance de la ferme des jeux, pour les vacances de la Toussaint et pour les vacances de Noël. Donc, vous voyez les tableaux. Donc les animateurs sont rémunérés sur la base de l'indice majoré 325, à laquelle s'ajoute 10% au titre des congés payés. Et les directeurs sont rémunérés sur la base de l'indice majoré 342, à laquelle s'ajoute 10% au titre des congés. Donc maintenant on groupe un tableau sur l'année complète, plutôt que de délibérer à chaque vacances. Donc je vous ai demandé si ça trouvait cette création de poste. Y a-t-il des questions? Je mets au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Toujours M. Manassari sur un renouvellement de poste. Alors c'est le même principe, c'est la nécessité d'assurer la surveillance des restaurants scolaires et l'accueil périscolaire. Donc on fixe le renouvellement de 2 emplois non permanents de 8 mois qui vont être occupés par des contractuels à compter du 1er janvier 2019, pour un temps estimé à 52% du temps plein pour le premier, rémunéré sur la base de l'indice majoré 325, auquel s'ajoute 10% des congés payés. Et le deuxième poste, c'est 72% du temps plein pour le rémunéré sur la base de l'indice majoré 325, auquel s'ajoute 10% au titre des congés payés. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je la mets au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 5 abstentions. Elle est adoptée. Et nous concluons le chapitre des ressources humaines sur les rémunérations des vacations de psychologues pour l'écoute et ateliers parents. Oui, donc considérant la nécessité dans le cadre des entretiens de guidance parentale et de l'animation d'ateliers de parents, la présence d'une psychologue. Donc il convient de déterminer le nombre de vacations et la rémunération de celle-ci. Donc il est proposé pour l'année 2009 40 vacations de 3 heures au tarif de 25,50 € brut l'heure de vacation. Donc après en avoir délibéré, fixe le nombre de vacations à 40, ainsi que la rémunération de l'heure à 25,50 € brut pour l'exercice de psychologue au sein de l'université des parents. Des questions concernant cette délibération, rappelant comme je le fais chaque année que c'est une inscription de principe et lorsque le besoin est si besoin, nous n'hésiterons pas à l'amender si bien sûr il y a la nécessité d'accompagner davantage d'enfants et de familles. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et je donne la parole à Mme Moreau concernant donc une proposition, donc il y a une demande sur le parc locatif de l'OPH 77. Oui, merci monsieur le maire. Je suis désolée, je vais être un petit peu longue, peut-être je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Juste un petit rappel, donc vous savez que du fait que la commune n'a pas son quota de logements sociaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes passés à 25% par rapport à la loi SRU, monsieur le maire peut refuser la vente de logements sociaux lorsqu'un bailleur lui en fait la demande. C'est ce qui se passe actuellement pour tous les logements qui restent sur la rue des Acacias et aux terrasses, où l'office d'HLM nous en a vendu un certain nombre il y a quelques années.
Aujourd'hui, il en reste encore 28 et 29. Et bien évidemment, pas question de les mettre en vente à partir du moment où il nous manque encore un certain nombre de logements pour arriver à notre quota. Par contre, donc aujourd'hui, nous avons une demande de l'OPH qui concerne la vente de 2 pavillons. Alors, il s'agit de 2 pavillons qui sont ce que l'on appelle PLAI, alors prêt locatif aidé, c'est-à-dire que ce sont des logements qui sont subventionnés de façon plus importante par l'État et dont les loyers sont un peu moins importants que dans les logements dits normaux ou habituels. Ces logements sont gérés par la préfecture et les attributions pour ces logements se passent en préfecture dans ce que l'on appelle des CLC, des commissions locales de concertation. Ça se passe en préfecture. La préfecture nous demande, bien évidemment, du fait que ces 2 logements sont sur la commune de Volpénier, si nous avons des candidats qui pourraient éventuellement pouvoir être acceptés dans ces pavillons. Pour être accepté dans ces pavillons, il faut ce que l'on appelle labellisé par la préfecture, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont soit hébergées en centre d'accueil ou autre, c'est-à-dire comme le Rejeton, la Rose des Vents, SIAO, Via l'Habitat, enfin toutes ces structures d'accueil, et qu'ils aient des revenus issus soit d'organismes sociaux, soit RSA, mais pas des personnes qui ont un emploi en CDI. Donc effectivement, à partir du moment où ce sont 2 grands pavillons, il y en a un qui est ce qu'on appelle un T8 et un qui est un T6. Ça veut dire que ce sont des grandes familles, il faut qu'on propose des grandes familles hébergées. Si nous n'avons pas, bien évidemment, le choix se fait par rapport aux organismes sociaux qui proposent, eux, des personnes. Pour un de ces logements, il y a une attribution qui avait été faite et on pensait que donc, le logement était donc habité. Sauf que du fait que c'est la préfecture qui choisit les personnes, la préfecture peut choisir des gens qui viennent de Provins, Montreux, etc., sur toute la Seine-et-Marne. Et il se trouve que les personnes qui avaient été affectées dans un des pavillons n'ont pas accepté le pavillon et donc le pavillon n'était pas habité. On l'a su parce qu'un des voisins est venu m'en informer, me disant le pavillon est fermé, il y a le terrain, le jardin est en friche, et on voit plus ou moins du passage de temps en temps, et il semblerait qu'il y avait des risques que ce pavillon soit squatté. Donc j'ai appelé l'office HLM, je les ai informés donc, de ce problème, et effectivement, ce sont 2 grands pavillons qui, en plus, sont dans un état, à mon avis, pas terrible. Il peut y avoir un certain nombre de travaux à faire dedans, qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Et donc, devant ce problème par rapport à la difficulté de pouvoir trouver locataire pour ces pavillons, ils nous ont donc demandé la possibilité éventuellement, donc si demande à monsieur le maire, l'autorisation éventuelle de pouvoir les vendre. Sachant que ces pavillons, compte tenu de l'application de la loi Elan et de l'article, alors je vais vous donner le numéro d'article, mais l'article 443-11, ce logement doit être proposé en priorité à toute personne qui est déjà logée dans un HLM, enfin chez le bailleur. Cette proposition est valable 2 mois. Si dans les 2 mois, il ne trouve pas preneur par rapport à des personnes qui sont en location chez ce bailleur, on a possibilité de vendre à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales ou, en 3e lieu, à toute personne physique. C'est-à-dire qu'en premier lieu, ils seront proposés pendant 2 mois à une personne qui est locataire du bailleur, et ensuite, donc, ils pourraient être vendus à toute autre personne qui en ferait la demande. Sachant aussi que ces 2 pavillons compteront dans nos logements sociaux. Alors, c'était 5 ans jusqu'à présent, il semblerait que ça serait passé ça serait 10 ans. Je n'ai pas eu la confirmation de la préfecture, mais il semblerait que ça soit passé 10 ans. Ce qui veut dire qu'on ne prend pas trop de risques sur 2 logements. Si nous comptons encore dans nos logements sociaux pendant 10 ans, bon, on va dire que ce n'est pas un gros risque de les mettre en vente, et ça simplifierait le fait que finalement il n'y a pas de preneur pour ces grands pavillons et que ça pose vraiment des très gros problèmes. Donc voilà, alors il vous est donc demandé d'autoriser monsieur le maire à accepter la vente de ces 2 pavillons.
Oui, je voudrais préciser que ce n'est pas le maire qui décide ou ne décide pas, parce que c'est bien le conseil municipal qui délibère et la majorité municipale en a elle-même débattu. Il n'y a pas plus tard que 8 jours pour se prononcer à l'unanimité. Mais voilà, donc quand on dit le maire décide, non, le maire tient d'abord sa légitimité du conseil municipal. Voilà. Donc y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas. Donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Adopté. Je vous remercie. En précisant tout de même que une chose, c'est que si je suis complètement fidèle au débat que nous avons eu collectivement, ce n'est pas un précédent qui fera jurisprudence. La priorité politique de cette ville, outre le fait qu'elle entend se mettre en conformité avec la loi, car cette loi SRU est une belle et grande loi, elle requiert néanmoins de disposer de temps. Parce qu'en fait, l'acceptabilité sociale, la capacité à créer cette mixité, elle demande du temps. Et donc, on sait que une fois que nous aurons atteint l'objectif des 20% en 2020, comme l'avait rappelé ici une fois en conseil municipal Madame Moreau, il faudra, dans la perspective de 2025, atteindre les 25%. Et ça, on a commencé à en débattre collectivement pour trouver le plus juste équilibre, et en étant un peu créatif sur l'ensemble de l'offre locative qui pourra répondre, je dirais, à cette exigence. Et de le dire ici, dans les priorités qui ont été fixées par la municipalité, on pense à plusieurs catégories, que sont d'abord l'accueil des jeunes, notamment sur le foyer jeunes travailleurs, où nous avançons sur un projet, sur aussi quelques logements d'urgence. Il y a une impérieuse nécessité, et encore récemment, nous avons traité, mais ce n'est pas encore suffisant, même si ce n'est pas notre compétence, un certain nombre de publics comme les jeunes qui sortent de ce qu'on appelle le dispositif de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, où là il y a une situation critique au plan national et singulière en Seine-et-Marne et dans l'agglomération. Donc, comme je le dis, des fois on fait sans gonfler les muscles, mais on fait à notre juste échelle. Bien évidemment, la question des familles monoparentales, voilà, ça c'est une constante. Et enfin, sur des chantes de l'accueil locatif pour les personnes âgées. Voilà, parce que là, il y a un besoin criant, là aussi, et donc nous travaillons sur ces perspectives pour là aussi relever le défi des 20 et des 25% de court et moyen terme. Je vais donc ouvrir cette... Je l'ai fait, ça y est? Oui, c'est pareil, je fais. Nous passons maintenant, dans cette phase conclusive, aux propositions d'attribution des médailles de la ville, et je donne la parole à M. Jean-François Chalot. Merci. Avant de lire la liste des personnes qui sont proposées aux différentes médailles, je rappelle la démarche. La démarche consiste à demander à l'ensemble des associations de faire des propositions, et la commission délibère et prend les propositions, prend pratiquement toutes les propositions des associations, sauf qu'on s'ébrouille qu'il n'y ait pas plus de 2 personnes par association ayant les médailles. Ceci étant dit, donc voilà les médailles de bronze, 7 médailles de bronze proposées. Josette Chapuzot, secrétaire de la gymnastique volontaire, Jacques Cusol, FNACA, Laurent Fouchy, association de la Terme des Jeux, Jean-Pierre Piquel, comité des fêtes, Daniel Gourdet, auteur du livre Volpini les mois, Françoise Busselin, famille laïque, repas solidaire, comité des fêtes, on peut mettre LSR, etc. Christine Macniel, club rencontre, secrétaire de club. Médaille d'argent 7, Véronique Chartier, présidente de la gymnastique volontaire, François Colombani, Alain Hiron, FNACA, Christine Lavallée, vous connaissez, auteur d'un livre que je vous conseille de lire, vous l'avez tous lu. Corinne Magnifico, organisation du Téléthon, Johnny Triquet, président de la section athlétisme, Jean-François Banti, président de la chorale Chanterelle et de piano en chœur. Pour les médailles d'or, 4 proposées,
Bernadette Diet, famille laïque, Jacques Gallet, la carte brillante, Nicole Pesti, club rencontre, Rina Ziraldo, comité de parrainage, Secours populaire et repas solidaire. Il y a des questions, des remarques concernant donc, cette proposition d'attribution qui interviendra, comme c'est tradition désormais, lors de la cérémonie des vœux. Il n'y a pas de mets au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Dernière délibération à l'ordre du jour qui s'inscrit dans une ambition nationale et internationale invitante à ce que ceux qui décident d'acquérir un vélo électrique avec une batterie au plomb puissent être soutenus. Donc c'est un décret qui date de décembre 2017 qui répond à un certain nombre de critères, au premier rang desquels un critère social, c'est que seuls sont et seront éligibles à l'acquisition d'un vélo électrique, parce que c'est des vélos assez chers. Je pense que le prix minimum doit être autour de 1 000 €, je pense. Je n'en ai jamais acheté, mais j'ai regardé sur les choses. Donc, il y a un critère juste social qui permet en fait aux personnes qui ne relèvent pas de l'impôt sur le revenu d'être éligibles à cette aide. Et elle ne peut jamais dépasser plus de 20% du coût d'acquisition, et ce dans une limite de 200 €. Donc, mais pour que la commune puisse soutenir cette forme de mobilité, il faut que nous puissions nous engager sur 50% de ce montant. Donc l'objet de cette délibération, il faut un article dans Reflet, nous inscrirons une provision pour un nombre raisonnable de vélos dans le budget 2019, c'est de proposer au conseil municipal de s'engager à hauteur de 100 € qui seraient eux-mêmes par acquisition, qui seraient eux-mêmes ensuite abondés par l'État à hauteur de 100 €. Et je crois que dans le budget, nous proposerons, d'en provisionner pour une vingtaine de mémoires. C'est ce qu'on a, je crois, prévu entre nous sur la préparation du budget de 2019. Voilà l'objet de la délibération concernant donc l'invitation d'incitation à rouler avec des vélos électriques. Et de rappeler enfin que la région travaille sur un projet un peu plus large, plutôt de moyen terme, qui pourrait conduire à ce qu'un jour nous disposions d'une station à Volpénil. À l'échelle de l'agglomération, c'est en réflexion, et nous ne serons pas en reste de vélos entre guillemets libre accès, parce qu'il faut toujours acquitter une petite cotisation comme ça se passe à Paris, mais nous n'avons pas le détail des modalités, nous en saurons plus, je pense, au tout début de l'année prochaine. Voilà l'objet de la délibération. Y a-t-il des questions ou des remarques? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Une abstention. Une abstention. Et donc, la délibération est adoptée. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. On presque dans les temps affichés. Je vais en titre des questions. J'ai d'abord des remerciements et des références, nous avons des questions diverses. J'ai reçu un message d'une jeune famille bourgeoise qui voulait remercier à travers votre serviteur le conseil municipal dans son ensemble pour le soutien que nous lui avions apporté financier afin qu'elle puisse suivre une formation BAFA, diplôme qu'elle a obtenu et qui va lui permettre, dans le cadre de ses études, de travailler en tant qu'animatrice pendant une période scolaire. Voilà, donc je voulais partager avec vous ce message. Y a-t-il des questions diverses au sein du conseil municipal? Monsieur Chalot, vous avez la parole. Oui, je voulais juste, c'est important, à mon avis c'est important, c'est rendre hommage à Gérard Sélière, qui militant associatif, qui a été vice-président du comité de jumelage et qui est décédé il y a quelques jours, et il a été inhumé mardi dernier. Alors Gérard Sélière était un bénévole très, très engagé et très perfectionniste. Bon, c'était vraiment, quand il menait un projet, il allait jusqu'au bout. Eh bien, pour prolonger cet hommage, je propose que nous observions une minute de silence.
vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. La séance est donc élevée. Pardon, je demande pardon, monsieur Jacob, je vous donne la parole. Oui, moi je voudrais juste dire que le sport reconnu ça marche. Les filles, donc la section féminine de football s'est qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe de France. Donc ils ont battu le week-end dernier une équipe féminine du même niveau. Et là ils jouent le 6 janvier. Donc on ne sait pas trop encore si c'est Homé ou si c'est Amelin, pour des questions de tribune surtout. Et ce sera contre la Roche-sur-Yon qui joue en D2. Voilà. Donc je voulais leur rendre hommage et en espérant qu'ils fassent le prochain tour. Et voilà, il y a un hommage, merci de l'information importante dans ce registre des bonnes nouvelles. Et on va leur rendre hommage dans Reflet, dans le prochain numéro commission. Nous sommes très très fiers pardon d'expression, de nos filles, en tout cas dans la section football. Monsieur Reyes, vous avez la parole aussi, et ensuite monsieur Rance-Monbrook. Je profite de nous sommes en direct sur toutes les télés du monde pour vous rappeler que ce matin a débuté l'enquête publique relative à la modification numéro 3 du PLU. Le commissaire enquêteur était présent. Il sera aussi présent le 10 janvier matin et il clôturera le 21 janvier après-midi. Les autres jours, les gens qui voudront pourront mettre leurs remarques sur un cahier, sur un registre qui se trouvera à l'accueil. Et j'insiste, c'est un registre qui doit, en principe, ne recueillir que des propos relatifs à la modification, voire au PLU, et non pas, c'est pas un cahier de doléances comme on peut retrouver dans certaines mairies relatives au mouvement des Gilets jaunes, par exemple. L'expérience a prouvé que chaque fois, il y a des pénibles soirs, il ne faut pas donner des précisions, qui viennent raconter leur vie, raconter n'importe quoi, que le voisin fait ci, fait ça, c'est vraiment les cahiers de délation. C'est pas le but, j'insiste, c'est vraiment pour une modification du PLU, ça doit être relatif à l'urbanisme. Voilà. Merci pour cette précision, monsieur Reyes. Oui, après, il y a un délai de validation. Après, on a un mois, à partir du moment de la clôture jusqu'à la réponse définitive, le commissaire enquêteur et la mairie a un mois pour échanger afin de tenir un rapport définitif que l'on soumettra au vote. On peut espérer d'ailleurs voter, puisque ça fera, je crois que c'est le 21 février, qui est un conseil municipal, donc en principe on devrait pouvoir voter le 21 février. Mais ça devrait aller plus vite, parce qu'il nous tient au courant au fur et à mesure, pendant le mois de la consultation, il nous tient au courant au fur et à mesure des doléances, de ce qui nous intéresse. Et en fait, le dernier jour, on a quasiment un rapport qui est préétabli. Voilà. Merci, M. Reyes. M. Rance-Monbrook, vous avez la parole. Bonsoir. Donc, le 13 décembre dernier était organisé donc, à la mairie un défi sapin à l'attention des services municipaux, dont 9 services se sont inscrits, ce qui représente environ 80 personnes. Les services représentés sont Romain Roland Maternelle, la restauration François Mitterrand, l'accueil de la ferme des Jeux, l'accueil de la mairie, l'arcature avec l'accueil et l'intergé, l'arcature bibliothèque, la vie associative et sport, Gaston Dumont Restauration et les services techniques. Donc l'idée c'était de laisser libre cours à la créativité des agents en fabriquant un sapin de Noël avec un peu de récup, un poil d'imagination et une bonne dose d'originalité. Donc les consignes, le défi était ouvert à tous les agents de la commune. Il fallait donc avoir un support original, que tout soit en matériaux de récupération et que l'idée représente le métier. Donc ce midi, nous avons donc délibéré et le vote a élu les services techniques. Les sapins, vous pouvez les voir actuellement en photo donc derrière monsieur le maire. Et le sapin gagnant sera probablement visible dans la ville. Très belle initiative. Okay, voilà. Saluer les services techniques donc l'emportent le challenge de l'année 2018. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions diverses, je lève la séance et comme c'est de tradition, s'il y a des